peut-être, oui, effectivement. Merci d'être là. Peut-être vous lever puis les remercier. Ça, vraiment. Ils ont décidé de rester, de faire un tournoi régional. Et je vais volontairement, puisque le chouchou est toujours le premier, cette fois-ci il va être le deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis fasciné de voir la curiosité de Jean-Dominique Michel à l'égard du Québec, mais c'est sûr qu'il y a une déviation professionnelle puisqu'il est anthropologue. Donc, il aime les humains, il aime les cultures. Et je crois qu'il aime les Québécois. C'est ce que je cru comprendre. Je vais lui céder la parole et puis à partir de ça, la parole est à vous et vous parlez avec votre cœur, c'est tout. Voilà. Merci, merci. Alors, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, et c'est ce que je préfère dans la vie. Parce que il y a une magie qui est présente d'instant en instant dans l'existence, et plus on planifie à l'avance, plus on fait de projets, plus on s'attend à ce que les choses soient d'une certaine manière, plus on place d'attentes, finalement, c'est mon expérience, plus on est à risque de se couper de cette magie. Et pour pouvoir la connecter, il est important à l'inverse de s'ouvrir, de devenir sensible, d'écouter, de voir, de goûter et de garder ouvertes toutes les questions qui peuvent apparaître. Alors déjà, laissez-moi vous dire à quel point je suis honoré et heureux d'être avec vous aujourd'hui. Certains d'entre vous ont eu la gentillesse de me dire merci d'être venu jusqu'ici, mais je vous remercie autant parce que ce que je viens trouver ici est fondamental pour mon âme et pour le combat dans lequel nous sommes engagés, un combat pacifique, un combat créatif. Et en fait, le don que vous êtes en train de me faire, c'est de m'aider à mieux comprendre quel est le clan dont nous faisons tous partie. Chinuni? Chinanu. Il faut que je le mette dans le bon ordre. Et puis j'aimerais rendre hommage à votre ami qui est né au ciel, comme disent les orthodoxes, parce qu'on voit et on sent à travers cette crise, cette circulation entre le monde des esprits et le monde humain. On sait qu'on est accompagné depuis en haut, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Hein, c'est vraiment une circulation qu'il y a entre les deux univers. Et au fond, je discutais avec quelques personnes avant de prendre la parole. Et ce qui me frappe depuis le début de cette crise, c'est de voir à quel point c'est une aventure d'être ensemble. Moi, c'est vrai que j'ai parlé très tôt, mais puisque j'ai toute une expérience professionnelle dans le domaine de la santé mentale et en particulier de la santé communautaire, ce qui m'a conduit à prendre la parole, c'était de voir que ce qui nous était dit de la part des autorités gouvernementales et médicales était faux, c'était trompeur, c'était toxique, ça allait commettre beaucoup de dégâts sur la population, mais surtout, ça avait pour but de faire croire aux gens que la perception juste qu'ils pouvaient avoir sur ce qui se passait était fausse. Et ça, quand vous faites douter quelqu'un qui a vu juste de ce qu'il a vu, on est dans un degré de perversité épouvantable. C'est comme ça que procèdent tous les manipulateurs pervers. C'est comme ça que procèdent tous les systèmes totalitaires. Et donc, la raison pour laquelle j'ai pris la parole très tôt, sans jamais me poser de questions quant au fait qu'il pouvait y avoir des risques, qu'il pouvait y avoir des raisons d'avoir peur, franchement, ça ne m'a même pas traversé l'esprit parce que je voyais ce danger. Et puisque j'avais cette compétence de pouvoir mettre des mots sur ce que les gens avaient déjà compris, mais dont on essayait de les faire douter, c'était un combat, vous savez, un Sitting Bull disait, un guerrier, c'est pas quelqu'un qui va pour tuer d'autres personnes, c'est quelqu'un qui fait tout ce qu'il faut pour protéger les plus vulnérables de son clan. Et moi, je voyais ce désastre commencer à se construire, et donc j'y suis allé, puisque j'ai un certain talent avec les mots, pour donner la parole. Comme des anciens dans les clans donnent la parole, des mythes, des histoires, des récits, et quand on est IQ, et plus tard après dans sa vie, on absorbe ça parce qu'on sent que ça nous parle de nous, et en particulier que ça nous parle de cette dignité et de cette grandeur que nous avons à l'intérieur de nous, mais qui n'est jamais aussi grande que quand nous ne cherchons pas à être grands. C'est quand, au contraire, on cherche à honorer cette chaîne de transmission à travers le temps et cette chaîne de transmission horizontale entre nous, que tout d'un coup, on peut entrer dans quelque chose où il y a des choses très belles qui se passent, mais qui ne sont pas notre création,
qui sont le produit du fait qu'on se mette au service de cette création plus grande que chacun d'entre nous. Donc j'ai vraiment essayé d'être le porte-parole de chacun et chacune d'entre nous pour donner les mots et les concepts qui permettent de dire « Yes, j'avais vu juste » et je ne laisserai personne me faire douter de la justesse que j'avais vue parce que cette justesse, c'est mon trésor. Quand nous sommes dans le juste, nous sommes invincibles. On peut détruire notre corps, on peut nous jeter en prison, on peut nous faire des procès, mais intérieurement, il y a quelque chose qui tient. Et c'est vrai qu'il y a des modèles et des exemples. Nelson Mandela en fut un grand dans l'histoire récente. Et on voit comment il a réussi à tenir dans des circonstances épouvantables. Je vais vous raconter quelques anecdotes sur sa vie, parce qu'on a été très maltraités par nos gouvernements. Et souvent, c'est en voyant comment d'autres personnes ont résisté à des maltraitances extrêmement violentes qu'on peut aussi trouver l'inspiration dont on parlait. Alors, j'ai aussi l'alarme facile quand je suis dans la dimension spirituelle ou de l'âme. Donc, comme je vais parler de choses sacrées, je vais probablement me mettre à brailler. Mais voilà, je sais que je suis en bonne compagnie et qu'ici, je peux le faire sans risque. Mais, quand il était en prison, Mandela s'est dit « Il faut que j'apprenne à connaître la culture de ceux qui me font subir cela, parce que si je reste dans une logique d'ennemi, ça va polariser les choses, et si un jour, Inch'Allah, je prends le pouvoir, je vais être tenté de reproduire sur l'autre ce que j'ai moi-même fait subir. » Malheureusement, on a un exemple tragique en Israël aujourd'hui, où ce peuple martyrisé à travers les époques est en train de reproduire ça sur des gens sans défense, avec la même sauvagerie que ce dont ils ont souffert. Et donc pendant toutes ces années de prison, 27 ans, enfermé dans une cellule de 2,50 m sur 1 mètre. Je ne sais pas combien ça fait en pied, mais pas des masses, hein, probablement 8 sur 3. Mandela s'est dit, il faut que j'apprenne la langue de mes geôliers, l'afrikaans, qui est un espèce de dérivé du flamand et du germanique. Il s'est intéressé à leur littérature, il s'est intéressé à leur histoire. Il a vu qu'eux-mêmes avaient été, comme vous, tyrannisés par les maudits Anglais. Il y avait eu des camps de concentration en Afrique du Sud, où les Boers avaient été mis par les Anglais. Il s'intéressait à leur littérature, à leur poésie. Pour être toujours dans cette logique, un jour il faudra la réconciliation, et dans tout ce que je subis, je n'ai pas le luxe de la haine. Parce que si je tombe dans la haine, ça veut dire que je laisse ceux qui me considèrent comme leur ennemi gagner à l'intérieur de moi. Il y a, je vous avais prévenu, une expérience bouleversante, ou alors qu'il était devenu président, après avoir été libéré des années plus tard. Et petite anecdote en passant, 2 ans avant sa libération, le gouvernement sud-africain lui avait proposé un deal, tu renonces à la lutte armée et on te libère. Et il avait refusé, en disant, si je renonce à la lutte armée, ça sera de mon fait, mais pas parce qu'on m'a fait un chantage à ma libération autour de ça. Et la première chose qu'il a faite en sortant était renoncer à la lutte armée. Et un jour qu'il était dans un restaurant à Johannesburg avec ses gardes du corps et son entourage, l'entourage a vu à une table pas très loin un type qui était très très agité, qui regardait régulièrement Mandela, qui se dépêchait de manger. Et l'entourage lui a dit, mais tu connais cet homme? Qui c'est? Il a dit, allez l'inviter pour lui suggérer de venir à notre table et de manger avec nous. Et le type a eu l'air encore plus agité, il s'est dépêché de finir, de payer et de partir. Et là, Mandela a raconté l'histoire. Ce type était un des geôliers qui, quand il sortait de séances de torture, où il était allongé sur le sol, venait au-dessus de lui et lui pissait sur le visage. Et Mandela a continué en disant, étant donné ce dans quoi il était, quand vous l'avez invité, il a eu peur que je lui fasse subir ce que lui m'avait fait subir parce qu'il ne sait pas sortir de cette logique-là. Et donc, voilà, ces exemples très inspirants parce qu'on n'est pas dans de la théorie, on n'est pas dans du beau discours, de beaux parleurs, c'est de la vie réelle, de gens qui ont traversé le pire et qui ont réussi à ne pas se laisser gagner par la haine, le découragement. Et nous, au fond, on est une tribu extraordinaire parce qu'on ne s'est pas laissé soumettre. C'est un petit peu dans notre ADN. Hein. Je crois qu'on n'est pas des très bons candidats pour se soumettre, mais on ne s'est pas laissé décourager
et on ne s'est pas laissé transformer dans la haine. Et c'est extraordinaire, parce que ça fait des années qu'on se bat, qu'on met vraiment tout notre petit change, comme on dit au Québec, dans l'aventure. Des fois, on est un peu épuisé, parce que c'est beaucoup, parce qu'on lutte contre un courant énorme, et en même temps, on a toujours le sourire, on a toujours le cœur ouvert, on est toujours prêt à voir les belles choses de la vie. Et ça, c'est la victoire fondamentale que nous sommes en train de gagner. Ça, c'est le clan Shinano. Nous, ensemble. Hein, c'est ça, la clé. Alors, je discutais avec quelques personnes avant, et ce qui est magnifique entre nous, c'est qu'il y a une amitié immédiate, mais qui est vraie. Et vous savez que les Américains, par exemple, si vous êtes assis à côté d'eux dans l'avion, tout de suite, vous êtes leur ami, viens manger chez moi, blablabla, mais ça reste très superficiel, c'est pas vraiment de l'amitié, c'est plus une espèce de mise en scène, qu'on peut être chum assez facilement, mais il n'y a pas vraiment de densité. Tandis qu'entre nous, il y a quelque chose d'immédiat. Et dès qu'on se voit, dès qu'on se parle, on se reconnaît. On sait qu'on est Shinano. Hein? Et je parlais avec quelqu'un avant qui me disait, voilà, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été rebelle, j'ai toujours été le mouton noir, à l'école ça m'a coûté cher. Hein, parce qu'on m'a fait payer pour cette différence. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont eu ce sentiment d'être seuls, de ne pas être compris, d'être rejeté, d'être mal jugé, alors qu'on a beaucoup d'innocence en nous. Mais comme le monde autour de nous en a peu, souvent il interprète ce que nous vivons comme étant quelque chose de tordu ou d'intéressé, alors que non, on est juste naïf et innocent. Mais en même temps, on a toujours eu cet appel du cœur, disant en quelque sorte, nous pouvons vivre mieux que ce qui existe. Nous pouvons créer mieux que ce qui existe. Nous pouvons être en relation avec la nature, avec le monde des esprits, les uns avec les autres, d'une manière plus abondante, plus de plénitude, plus de vérité, plus de justesse. Et ça nous a habité toute notre vie, dans nos parcours respectifs. Et puis est arrivée la crise Covid, qui a eu comme effet extraordinaire de nous faire sortir du bois. Puisque tout le monde s'est laissé soumettre, puisque tout le monde s'est laissé impressionner, puisque tout le monde s'est laissé terroriser, tout d'un coup, l'espace était vide, et quand on regardait autour de nous, nous étions là les uns et les autres. Et il y a eu cette extraordinaire tribu, que moi j'appelle la tribu des gens de bonne volonté et de bonne foi, maintenant je sais qu'il faut dire Shinano, qui était là, parce que ça a fait cet écrémage. Alors j'ai partagé hier à Québec une anecdote que m'a racontée une amie en Suisse sur un phénomène biologique étonnant qui s'appelle les cellules imaginales. Est-ce que vous connaissez ça? Non. C'est vrai en biologique, vous pouvez vérifier ça sur ChatGPT ou Grok ou que sais-je. C'est dans le processus de transformation de la chenille en papillon. Au moment où la transformation embarque, la chenille commence à générer des cellules nouvelles. Parce qu'elles sont nouvelles, elles sont identifiées par l'organisme de la chenille comme étant du non-soi. Et donc le système immunitaire les attaque. Comme si c'était dangereux, comme si c'était un ennemi. En même temps, cette attaque du système immunitaire renforce les cellules qui apprennent à résister à cette attaque. Elles se développent de plus en plus jusqu'au moment où, s'étant mises en lien les unes avec les autres, le mouvement devient irréversible et la chenille se transforme en papillon.